Chaque mardi soir de 22h à minuit, musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je leur ferai voir un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Contact FM. Vous écoutez Musique et Confidence. Musique et confidence. Musique et Confidence. Sur Contact FM. Contact FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule radiophonique proposée en diffusion simultanée sur Internet, via Facebook et sur les ondes de Contact FM, la seule radio de l'Aude à vous faire regarder la région d'une autre oreille. C'est donc sur le 88.8 et le 89 de la bande FM, sur www.contactfm.fr, mais aussi sur la page facebook.com/Ludovic Bezeron que je vous invite en toute sympathie à découvrir ce que j'ai imaginé pour vous. Il s'agit d'une invitation nocturne à l'ambiance musicale feutrée, propice aux rencontres et aux confidences. Musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM. Au programme ce soir de Musique et Confidence, je reçois Jean-Jacques Joseph qui nous parlera du regard qu'il porte à la société, de sa vision d'expatrié et ainsi des difficultés qu'il rencontre face à l'administration française. Oui, vous avez bien entendu, c'est de la condition des Français, du système économique, politique ou même culturel dont nous allons parler. Bref, ce soir, on parle de vous, on parle de nous, on parle des autres. Côté musique, plusieurs titres pour nous accompagner dans cette émission. American Piano Bar, Sax Song, Dengui's Music, Lady Foxtrot, El Tango Latino, Free Comedy, Emotion with Stokanovic et enfin Glenn Orchestra, des œuvres instrumentales que je vous invite à découvrir durant ces prochaines heures pour un accompagnement orchestral et une programmation musicale toujours plus exclusive. Alors, sans plus tarder, je vous demande de bien vouloir porter un tonnerre d'applaudissements à notre invité de la semaine. Merci d'accueillir chaleureusement Jean-Jacques Joseph, Suisse d'origine, expatrié en France depuis 2007 et surtout entrepreneur à la retraite. Bonsoir Jean-Jacques Joseph, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vous sentez-vous ce soir ? Très bien, comme d'habitude. Et je vous remercie de l'invitation. Alors justement, pourriez-vous prendre un instant et vous présenter à votre tour ? Alors, je suis d'origine suisse. Je suis parti de Suisse parce qu'il manquait de la place. J'ai besoin d'espace. Et à 50 ans, j'ai décidé de voyager de ma caravane. Et j'ai fait ça quelques années. Et à un moment donné, il faut retrouver un toit sur la tête. Et c'est pour ça que je me retrouve dans cette région, avec un peu de hasard mais la région me convenait bien. Quel âge avez-vous aujourd'hui, Jean-Jacques Joseph ? J'ai 68 ans. 68 ans, merci pour cette belle présentation. En fait, pourquoi avez-vous choisi d'accepter cette invitation ? Il n'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Franchement, vraiment. Et c'est un cadeau d'avoir accès à une émission comme ça. D'avoir accès à la radio, d'avoir accès aux médias en général et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, des choses qu'on a à dire. C'est ça que vous voulez dire. Eh bien, merci. Alors, sachez qu'en guise d'introduction, je vous propose directement un document sonore illustrant parfaitement le sujet de ce soir. Il s'agit d'un programme qui s'appelle Les Autres, extrait de l'excellente web-série intitulée Tout le monde s'en fout de Fabrice Debony et d'Axel Latueda sous la direction de Christophe Baudouin de Mia Productions. On
qu'on gagnerait à se mettre d'accord sur un truc. Les autres. S'il y a une plainte qu'on aime bien tous partager, c'est que les autres, sous une forme ou une autre, il y en aurait trop. Ça va? Fais pas attention à moi, j'ai juste rangé des vieux bouquins. Des autres, il y en a à peu près 7 677 millions sur Terre. Et on a intérêt à se détendre vu qu'il en arrive 244 000 nouveaux tous les jours. T'as pas vu mon truc bleu? Tu devais pas juste ranger des trucs? Oui, j'adore passer du temps avec mon grand frère. De toute façon, la quantité des autres, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, le truc sur lequel on peut agir, c'est les relations qu'on met en place avec eux. De toute façon, les autres, c'est des cons. Moi, je préfère quand je suis tout seul, au moins, il y a personne pour me contredire. Peut-être que ton cerveau est en garde alternée. Craig Haney, un professeur de psychologie à l'Université de Californie à Santa Cruz, a démontré qu'à la longue, l'isolement provoque des dysfonctionnements cognitifs sévères. C'est pour ça que ton cerveau cherche toujours comment recevoir l'amour des autres. Pour pas que tu finisses tout seul isolé, ton cerveau a mis en place des stratégies qu'on appelle tes drivers. C'est un concept de psychologie établi par Tybee Keller qui détermine 5 messages qu'on te fourre dans le crâne quand on t'éduque. En te disant que si tu te comportes comme ça, tu recevras l'affection des autres. Attention, prends des notes. Fais plaisir. C'est la meilleure façon de devenir altruiste. Savoir écouter et développer ton empathie. Mais du coup, comme tu crois qu'il faut absolument faire plaisir à tout le monde, tu sais pas dire non, tu rames pour affirmer tes opinions, t'as peur de décevoir, et au final, c'est toujours toi qui passes en dernier parce que t'écoutes jamais tes besoins. Et pourquoi elle est à l'hôpital, la tienne? Elle a pris sa carte de donneuse d'organes, et comme elle sait pas dire non, elle a tout donné d'un coup. Dépêche-toi! Ça, c'est le mode dynamique qui réagit vite. Ouais, mais comme tu crois que tu peux faire tout avec le peu de temps qui t'est imparti, ça te rend impatient, ça te fait t'organiser n'importe comment, mais surtout, ça augmente ton stress et ta mauvaise humeur. Et le tien? Oh, ce matin, il a voulu gagner du temps, du coup, il s'est séché les cheveux sous la douche. Ça va fait! Pour ton cerveau, c'est comme un shoot de volonté, de rigueur, d'engagement. Ouais, mais comme tu crois que tu vas toujours pouvoir être parfait à 100%, t'es jamais satisfait, t'as peur qu'on te juge, t'as peur d'échouer, et du coup, tu procrastines. Oh, mais vachement amoché. C'est parce qu'il a mis du temps à appeler l'ambulance. Il a fait un comparatif pour trouver le trajet parfait vers l'hôpital. Fais un effort. Ça te permet d'être persévérant, de te donner à fond et d'être une brute de travail. Ouais, mais à force de croire que quelqu'un qui s'acharne, ça gagne toujours, tu profites pas des plaisirs simples, t'es crevé et tu complexifies tes tâches et tes relations avec les autres sans même t'en rendre compte. Et encore, on s'en sort bien, hein. Parce que pour son premier rein, elle a voulu s'opérer toute seule. Et le dernier driver, c'est... Sois fort. Ça développe ton leadership, tes ambitions, le contrôle de tes émotions. Tu peux rentrer? Allez. Salut petit con! Et j'étais dans le coin pour mettre des prunes, du coup je t'ai ramené des pommes. Oh, des pommes. Dis donc, t'es bien installé dans ton grenier là. Donc en fait, vu que vous m'avez sauvé la vie, la règle c'est que maintenant vous pouvez débarquer quand vous voulez, c'est ça? Bah ouais, ok, ça me va. Tu fais une vidéo sur quoi là? Sur les autres. Les autres quoi? Bah ça c'est clair, hein. Sois fort, ça te pousse toujours à vouloir prouver que t'es le plus fort. Faites comme si j'étais pas Du là. coup, ça te rend conflictuel, psychorigide, intolérant à la faiblesse et pas du tout à l'écoute de tes émotions. En fait, les drivers, c'est un peu les petites voix intérieures qui te gueulent dessus et qui te poussent à avoir certains comportements, même quand t'as pas vraiment envie. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, faut pas tout jeter. Parce que ça sert aussi à vivre en société. Ah, ok. Donc si je comprends bien, faut juste pas les laisser prendre le contrôle de toutes tes réactions. Exactement. Parce que la manière dont tu regardes les autres, elle dépend aussi de tes drivers. Bon, j'avais oublié que c'était journée de porte ouverte aujourd'hui. Et bonjour, j'ai un colis pour monsieur S'en fout. C'est lui. Voilà. Et si tu te demandes encore pourquoi les autres c'est si important, il y a l'université d'Harvard qui a fait une... Ils ont étudié le quotidien de 724 personnes pendant 75 ans. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'était pour déterminer ce qu'était le bonheur pour un humain, non? Oui, et la conclusion, c'était ta capacité à entretenir de bonnes relations. Ouais, des bonnes relations avec les autres, hein. Pas avec ton smartphone. Et tout le monde s'en fout? Musique et confidence, vous l'avez compris ce soir, c'est de la vie des Français, celle des autres, dont nous allons parler avec un petit accent helvétique en compagnie de mon invité Jean-Jacques Joseph. Lorsque vous étiez jeune homme, qu'espériez-vous devenir? Le citoyen suisse qui s'apprête à entrer dans la vie active, c'est-à-dire employé de banque, horloger ou artisan chocolatier? Alors la question ne se posait pas vraiment, parce que quelque part tout est tracé. Il y a une certaine facilité d'accès au travail et c'est pas vraiment des questions qui se posaient. L'accès à la formation et tout, ça roule. Et c'est des questions qui peuvent se poser après, mais jeune, non.
Alors justement, dites-moi, Jean-Jacques Joseph, en préparant cette émission, vous m'aviez indiqué avoir exercé un métier classé plutôt dans la catégorie des mécaniciens, des réparateurs automobiles, si je ne me trompe pas. En quelques mots, pourriez-vous nous raconter, nous exprimer votre parcours professionnel? Alors, pour commencer à travailler, forcément qu'il faut une formation. Et j'ai eu la chance de faire une école mécanique que je ne savais pas à l'époque, qui est une des meilleures de Suisse. Et on en ressort avec des bases phénoménales. Et effectivement, on apprend deux métiers. On apprenait la mécanique et la façon de préparer un travail, qui sont deux choses différentes, mais qui servent toute la vie. Et après, j'ai eu la chance d'avoir effectivement du travail sur place, sans avoir besoin de courir à droite, à gauche. On nous proposait le travail. Alors, c'est ce qui est curieux dans la préparation de cette émission, c'est que vous m'avez dit qu'enfant, effectivement, vous n'aviez pas ce souci de vous projeter dans l'avenir parce qu'effectivement, comme je reprends votre expression, ça roule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est jeune enfant en Suisse à votre époque, eh bien, le travail découlait. C'était quelque chose de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros problèmes apparents. Il n'y a pas de chômage. Non, puis même dans les familles, tout, il n'y a pas de problème. Ça travaille. Ouais, puis même au niveau des familles, il y a peu de conflits dans les familles. Socialement, c'est très agréable. Les contacts sont très faciles. Il y a une vie sociale qui fait qu'on ne se pose pas vraiment de problèmes. Le monde automobile affiche fièrement sa volonté de changement à travers une transition écologique liée à la motorisation électrique. À votre niveau aujourd'hui, à vos 68 ans, que pensez-vous de cette évolution? Quelque part, c'est pas vraiment une évolution. Quelque part. Parce que quand on considère le poids d'une voiture électrique, donc on n'est déjà pas dans le bon parcours. Qu'est-ce que vous entendez par poids d'une voiture électrique? C'est exorbitant le poids d'une voiture électrique. C'est lourd. C'est très très lourd. Et alors? C'est déjà à l'encontre de toute logique. On devrait revenir vers une logique de voitures beaucoup plus petites, plus légères, parce que je pense que 80% du temps, une voiture circule avec une personne à bord. Donc il faut retrouver la taille correspondante à cet emploi. La proportion. La proportion. Très bien. Voyez-vous, encore une fois, les plus grandes marques automobiles ont le devoir de répondre aux besoins de la COP21 selon l'accord de Paris, c'est-à-dire de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de cette obligation, de cette réduction des émissions de gaz à effet de serre? On passe un petit peu à côté du problème. Effectivement, on peut faire des techniques qui diminuent les effets de serre, mais on devrait être draconien sur l'emploi de la voiture. L'usage de la voiture. On en revient à ce que vous disiez précédemment, plus petite. Plus petite, tout. Pour une ou deux personnes, parce que c'est aujourd'hui l'utilisation que nous en avons. Exact. Aujourd'hui, on est plutôt à l'encontre, on fait des grosses voitures. Puis, effectivement, et on est dans des zones de plus en plus urbaines, où les vitesses sont forcément limitées, et on fait des voitures de 200, 250, 300 chevaux. Donc là, on se moque un peu du monde. Ouais, très énergivore en plus. En plus. D'accord. Ouais, je comprends votre façon de voir les choses. Dites-moi, le milliardaire Elon Musk semble s'imposer tout naturellement dans la mobilité électrique, notamment avec Tesla, comme la référence automobile, avec des voitures à partir de 25 000 euros. Est-ce que vous seriez prêt à troquer votre Mercedes-Benz à l'énergie fossile contre une Tesla 100% électrique? Pas du tout. Pourquoi? Parce que mon Mercedes est adapté à toutes les situations. Et donc, je n'ai aucune voiture qui peut faire un usage tel que ça. Alors, c'est vrai que, bon, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, moi, j'ai découvert à travers vous un personnage qui allait à l'essentiel. Lutte contre le gaspillage. Vous êtes vraiment pratique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que vous ne vous encombrez pas d'inutilité. Et c'est vrai que quand vous parlez de votre véhicule,
c'est un véhicule à multi-usage. Est-ce que c'est une façon de vivre ? Ah oui, c'est qu'un élément du système. Ah, ça c'est certain. Pour vous, la voiture, c'est quoi au final ? C'est un objet utilitaire. Pour aller du point A au point B, pour déplacer des objets, voilà, c'est tout. Mais ça reste un tas de ferraille. En tant qu'entrepreneur, vous en avez réparé de nombreuses des voitures, de nombreux véhicules. Vous êtes intervenu sur pas mal de 4 roues. Vous avez même monté, de mémoire, une carrosserie. Comment vous voyez justement l'évolution de l'automobile aujourd'hui ? De toute façon, tout est programmé pour un gâchis complet. Déjà, à la vitesse qu'on produit les nouveaux modèles, on ne peut pas récupérer les anciennes pièces et tout. Et donc, aussi au niveau réparation, plus personne n'arrive à suivre l'évolution technique. Donc, ça veut dire que quand on ne sait pas réparer, donc on jette. Donc, il y a une lourdeur phénoménale avec la voiture moderne. Et l'utilisateur reste une vache à lait. Je vous propose, avant de poursuivre, une première pause musicale intitulée American Piano Bar, issue de l'album Piano Bar, justement interprété par Gérald Lindemann et Vic Adam, disponible chez Ibu Music. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct jusqu'à minuit sur Contact FM. Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, le rendez-vous nocturne qui vous permet de libérer votre parole et surtout d'exprimer vos émotions. La vie des autres est un sujet, le sujet de la soirée. Pour nous accompagner durant tout ce programme, je reçois Jean-Jacques Joseph, entrepreneur suisse à la retraite, expatrié en France et puis, comme je le disais, désormais retraité dans notre belle région de l'Aude. Jean-Jacques Joseph pour nous parler de ses rapports aux autres à travers
ses expériences personnelles, mais aussi de son regard helvète vis-à-vis de la société française. Alors, Jean-Jacques Joseph, vous évoquiez tout à l'heure la voiture. Pourquoi considérez-vous que la voiture, c'est la vache à lait ? C'est-à-dire qu'on crée des besoins pour finalement financer ces grandes marques. Et le coût de la voiture peut être nettement inférieur et il y a des quantités de fonctions dans une voiture qui sont totalement inutiles, complètement inutiles. Et là, je sors d'une expérience, j'ai eu un problème avec ma clé de contact, donc impossible de démarrer le véhicule. Et donc ça veut dire qu'il faut une dépanneuse, emmener le véhicule dans une agence principale. Et je suis resté 2 semaines sans voiture, juste pour une clé. Donc on est esclave de ce qui est programmé dans les hautes sphères. Dans la technologie, dans l'organisation du système qui fait que pour se dépanner, on a besoin d'une dépanneuse, on confie son véhicule à un garage qui lui-même est tributaire des pièces détachées, etc. Etc. Et finalement, le fait qu'on risque de me voler la voiture, c'est pas très grave, mais comme il fonctionne pour faire l'antivol, le remède est pire que la maladie. D'accord. Allez, Jean-Jacques Joseph, ce que je vous propose, c'est commençons par le début. Je vous remercie pour déjà nous avoir d'avoir effleuré un petit peu le sujet de ce soir. Mais moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous avez découvert ce besoin constant de comprendre, d'analyser notre société à travers ses travers. Je le vois bien, vous êtes dans l'analyse, vous réfléchissez beaucoup à ce qui se passe autour de vous et à quel moment. Est-ce que c'était pendant votre enfance, votre adolescence ou plus tard que vous avez vraiment cherché à analyser les travers de notre société ? C'est-à-dire que je commence à travailler, à être autonome, à gagner ma vie. Il faut être actif. Et puis, les années venant, avec l'expérience, on espère qu'on peut un petit peu baisser le rythme. Et non, c'est continuellement une accélération. Et les années passent, puis on voit que rien ne change. Et finalement, on court de plus en plus. Et à un moment donné, il faut dire stop. J'ai dit stop. Et de revenir aux besoins essentiels que j'ai vraiment besoin. Donc ce qui vous a engagé dans cette voie, c'est l'envie de rompre avec une spirale de productivité, en réalité, qui vous poussait à toujours produire plus. Ah oui, c'est la fuite en avant. Est-ce que je pourrais dire que Jean-Jacques Joseph est dans la décroissance aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que la croissance ? On va en parler, justement. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que ça voudrait dire que aujourd'hui, vous refusez catégoriquement de consommer ou de surconsommer ? Ah, il faut pas. On est dans une spirale de consommation et il faut revenir à des bases correctes de consommation, ça c'est sûr. Parce que produire et jeter, c'est pas possible. Alors vous avez choisi de devenir acteur de votre vie, c'est-à-dire de montrer, de vivre véritablement avant justement de montrer. Vous auriez pu choisir d'autres moyens pour exprimer vos idées de la décroissance. Vous auriez pu être un artiste, par exemple. C'est possible, mais j'aime plus le côté pratique des choses. Le côté géo trouve tout. Oui, puis l'utilisation journalière des choses, l'emploi direct. Alors, c'est vrai que dès notre première rencontre, j'ai pu observer votre différence par rapport aux autres. Différence dans vos choix matériels, une maison plutôt moderne et écologique, un van rouge, un van Mercedes, une caravane dans le jardin, une multitude de commodités créées par vous-même, de vos mains, et puis super bien pensées, une rampe d'accès, une terrasse, un chemin de pierre plate, bref, s'agit-il pour vous d'une façon de vivre ou tout simplement d'un acte politique ? Alors, ce n'est pas un acte politique, c'est une façon de vivre.
et de fonctionner dans la durabilité, dans la fonctionnalité, et qu'il y ait un côté agréable à vivre. Et esthétique aussi, parce que c'est pas que agréable, c'est aussi très esthétique ce que vous avez fait. Ah ben oui, ça ne peut pas aller sans l'autre. On peut être écologiste et faire des belles choses, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui. Ça va à l'encontre un peu des éoliennes, non? Ah, complètement. Comme je le disais précédemment, une multitude de commodités créées de vos mains et puis super bien pensées. Incontestablement, vous êtes astucieux et bon bricoleur. D'où vous vient ce génie? L'observation. Et malheureusement, j'ai rarement la possibilité de prendre des bonnes choses. J'ai un regard, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, j'ai des réservoirs inimaginables à disposition. Oui, je comprends parfaitement. Et pourquoi avoir choisi, une maison écologique, une construction en bois, plutôt qu'une habitation traditionnelle en briques ou en parpaing? Alors, où j'habitais, il y a des cabanes qui se sont faites sur les collines entre les deux guerres. Et les gens n'avaient pas les moyens ou la possibilité de partir en vacances, donc ils se faisaient des petits week-ends dans des cabanes où ils passaient un week-end. Et en tant qu'enfant, j'ai passé devant ces cabanes, qui sont toujours là, quasi indestructibles. Et ça m'a marqué. Durable. Avec des matériaux ultra basiques, et c'est toujours là. Alors, et c'est vraiment surprenant de voir ces constructions. C'est le souvenir d'une enfance passée à travers effectivement ces constructions suisses qui vous ont marqué, ou c'est effectivement ce côté durable, ce côté robuste, ce côté indestructible? C'est-à-dire que on grandit, il y a des choses qui sont arrivées, qui ont disparu, et là j'étais obligé de remarquer que ces cabanes étaient toujours là. Donc elles défiaient le temps. Et donc c'est ce que vous avez un petit peu souhaité à travers cette construction un peu atypique dans le paysage audois, en construisant cette maison en bois plutôt que traditionnelle en briques et en parpaing. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour la France comme lieu de retraite? Vous auriez pu choisir de rester en Suisse ou tout simplement de vous installer dans un autre pays d'Europe, comme par exemple l'Espagne ou le Portugal. Pourquoi ce choix? Alors, effectivement, j'ai passé une année au Portugal, mais j'ai des petits problèmes à apprendre les langues, et donc j'ai pas pu rester au Portugal. Et puis, il y a eu d'autres éléments qui ont fait que au Portugal, c'était pas très plaisant par rapport au traitement des animaux. Ils sont extrêmement difficiles avec les animaux. Oui, vous avez plusieurs chiens. Ouais. Et c'est dur à voir comme ils traitent les animaux au Portugal. Et donc, s'il y en a un peu de ressenti pour les animaux, donc on peut pas rester dans des régions comme ça. Et en Espagne? L'Espagne, j'ai pas trouvé les endroits. Celui qui correspondait à votre idéal de vie. Ouais, où il y a de la vie, c'est les bords de mer. Donc touristique 100%, puis après c'est vite le désert. Ouais. Alors, rien ne vous obligeait justement à construire votre propre maison et de devenir ainsi propriétaire en France. Soyons ravis de vous recevoir, nous Français, ici, dans l'Aude, donc soyez le bienvenu. Vous auriez très bien pu vivre une retraite bien méritée comme locataire d'une villa à la campagne ou tout simplement d'un appartement en ville. C'est sûr, mais je n'ai jamais trouvé de maison qui me correspondait. Donc forcément, je devais la faire. Ou la faire faire. Ou la faire faire. Ouais. Racontez-moi un petit peu les péripéties que vous avez rencontrées lorsque vous avez justement voulu faire faire cette maison. Comment ça a commencé? Déjà, j'ai contacté une entreprise. J'étais étonné qu'il ne m'a jamais donné de réponse. Il ne m'a jamais contacté. Bon, et ça c'est comme ça. Et après, j'ai contacté un architecte. Mais là, on n'était pas sur la même route, pas du tout. Pour quelle raison? Je ne pouvais pas faire passer mes idées.
C'est-à-dire, les architectes, ils construisent pour eux, ils construisent pas pour le client. D'accord. Donc, un problème majeur. Oui. Donc, voilà. Et dès que j'ai pu avoir le permis de construire, donc, je me suis rapproché d'une entreprise où le dialogue a été facile, qui était à l'écoute, et là, le projet a pu démarrer. D'accord. Et donc, vous avez fait appel à une entreprise locale sur le territoire audois qui a mis, je dirais, en place votre projet. Oui, tout à fait. Ça a duré combien de temps, les travaux? Plus d'une année. Plus d'une année. D'accord. On s'aperçoit quand même que c'est une maison qui fait bon vivre, c'est une maison agréable, et c'est la maison qui vous correspond. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai eu une chance. J'étais rentré dans une boutique une fois à Pontarlier pour voir une cuisine qui me plaisait. Et la personne, le responsable, m'a accueilli. C'était même les heures de fermeture, enfin, et quelque part on a discuté. Et il s'occupait d'équiper des maisons pour les personnes âgées. Et il m'a donné un conseil phénoménal que j'ai pu que suivre. C'est que les architectes ne savent pas construire simple. Et ça m'a rendu un service énorme. Alors, j'entends ce que vous me dites. Il y a quand même des architectes qui ont su faire évoluer notre société et on les en remercie. C'est vrai qu'on voit peut-être l'architecte un petit peu compliqué. En tout cas, l'expérience que vous avez vécue, semble l'être. Par contre, je vous fais juste une remarque. Quand on visite votre maison, on s'aperçoit que elle est proportionnée et tout ce qui est espace est bien organisé. Les portes sont larges, l'îlot central de la cuisine, il est minimaliste mais il est très efficace. Il y a un bel espace vitré. Tout ça, ça vient de l'architecte ou ça vient de vous? Non, ça vient de l'expérience, de visualiser les choses. D'accord, donc c'est de votre côté à vous pratique qui fait que vous avez demandé cette réalisation. Oui, puis toutes les fois que je vois quelque chose de pratique ou de beau, j'en tiens compte. D'accord, vous le conservez et vous l'adaptez. Je me rappelle et je sais que ça existe et voilà, on va dans cette ligne. D'accord. Alors, ça fait plusieurs années que vous avez effectivement quitté votre Suisse, votre vie en Suisse, pour vous aventurer dans d'autres contrées. Peut-on vous considérer comme un nomade? Alors, de mon esprit, je le suis, mais par rapport juridiquement, non. Et la Suisse faisait un pas en avant pour être reconnue comme nomade, mais effectivement, pour obtenir le papier, c'est une autre chose. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que lorsque l'on vit dans une caravane, un camping-car, bref, lorsque l'on vit de façon sur la route, voilà, pour faire simple, on n'a pas un véritable statut parce qu'on nous oblige, en tout cas en France c'est comme ça, on nous oblige à avoir un point d'appui, une adresse fiscale, bref, recevoir du courrier, et que c'est un peu compliqué. En tout cas, ça a été un peu compliqué pour vous, c'est ça? Tout à fait. Donc, vous avez choisi de bâtir votre vie en France. Donc maintenant, vous avez une adresse française. Vous êtes malgré tout, pas malgré tout, vous êtes citoyen suisse, résident français, mais vous avez l'âme d'un nomade. Exact. Ils sont où les chameaux? Les chameaux, ils sont au parking. À chaque fois que je vous rencontre, vous semblez toujours très occupé. Enfin, en tout cas, moi, je vous vois pas oisif. Vous n'avez absolument rien du cliché du retraité se laissant vivre. C'est quoi votre secret pour garder la pêche? C'est vivre, simplement vivre, d'être actif, faire ce qu'on a envie de faire. Et j'ai remarqué qu'on était régi par un mode militaire. Les armées dirigent beaucoup notre façon de vivre. C'est soit courir pour atteindre ou atteindre pour courir. Alors que c'est pas mon système. J'ai mieux une vie assez, comment je dirais, occupée, naturellement, continue. D'accord. Vous vivez en fait avec le temps qui passe à votre rythme. Oui, aussi. Pas au son de la trompette. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Puis aussi en fonction de la météo, qui est tout à fait. Il faut tenir compte.
ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de retraités qui sont très actifs sur le département. Mais vous avez vraiment de l'activité dans votre domaine. Vous occupez de vos chiens, enfin on va en parler tout à l'heure. Vous êtes toujours en activité. Et on sent bien quand même que vous n'avez rien d'un retraité qui se laisse oisivement porter par le temps qui passe. Ah non, parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Et cette découverte, c'est magique. Ouais. Alors justement, intellectuellement, on sent bien en vous un homme curieux, en quête de découverte justement, soucieux de simplification, soucieux de simplifier les choses et d'aller à l'essentiel. Comment vous expliquez ce côté, je vais presque dire minimaliste? Alors, j'avais ça en tête. Et je n'arrivais pas à l'exprimer, et je ne trouvais jamais en face de moi quelqu'un pour parler dans ce sens. Et un jour, j'ai un ami qui m'a donné un livre qui s'appelle « L'art de la simplicité », qui a été écrit par une de vos compatriotes. Oui, une Française. Ouais, je crois Dominique Leroux, je crois. Ouais. Ouais. Et que là, c'était pour moi un déclencheur. Parce que j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi. Je n'étais plus dans le désert. Et donc, ça vous a rassuré? Ah ben oui. Ça vous a encouragé même? Oh même, oui. Hein? Ah oui. Alors, profitez-en pour faire un petit retour en arrière. Et j'aimerais que vous me racontiez ce qui vous a conduit à véritablement choisir comme implantation la France, c'est-à-dire votre lieu d'implantation, là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la Digne d'Aval. Je crois que vous êtes à la Digne d'Aval. Comment ça s'est passé ce choix, ce voyage? Alors, donc j'avais fait une année au Portugal sans pouvoir m'y fixer. J'ai fait une période sur l'Espagne qui ne me correspondait pas. Et là, j'ai dit, est-ce qu'un jour je vais trouver un endroit qui me convient? Je commençais à me poser des questions. Et par Google Maps, j'ai vu cette région, Carcassonne, avec des plaines, les collines très proches. J'ai dit, ça doit être très intéressant. Des rivières et tout. J'ai dit, il faut quand même faire un détour. Et en arrivant d'Espagne, donc j'ai fait un détour à Carcassonne. Et je me rappelle très bien, je suis arrivé un samedi après-midi. Et j'ai ouvert la porte de ma voiture et il soufflait tellement, j'avais eu envie de fermer la porte et de partir. Trop de vent. Oh, tellement que ça soufflait. Et j'ai dit non, quand même. Et finalement, je suis resté 10 jours à Carcassonne, mais c'était pas ça. Et de nouveau, en regardant Google Maps, j'ai vu qu'il y avait des zones pour les camping-cars, les caravanes à Limoux. J'ai dit, voilà, je vais monter jusqu'à Limoux, puis on verra. Et en arrivant à Limoux, j'ai vu que c'était complètement différent de Carcassonne. Et accès aux collines, accès à la nature, et avec des endroits plats qui me convenaient à première vue pour construire. Et donc ça a été le déclic. Est-ce que nous devons en conclure que finalement, après avoir opté pour la France et après avoir fait plein de recherches, finalement c'est le lâcher-prise qui a eu le dernier mot? Oui, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça? Oui. Et puis je n'avais pas eu d'informations sur la région, parce que c'est pas une région très courue des Suisses. D'accord. Et comment vous avez été perçu quand vous êtes arrivé avec votre projet, lorsque vous avez justement voulu implanter ce choix d'habitation dans ce village? Ah ben, je n'ai pas tous les échos, mais ça dérange. Et je n'ai pas que des applaudissements. Contact FM, encore plus de musique. Bien sûr, place à la musique et à la bonne musique. Vous êtes sur Contact FM et si comme Jean-Jacques Joseph, vous aussi vous souhaitez participer à l'émission et devenir mon invité, adressez-moi un message privé via Facebook, je prendrai contact avec vous dans les meilleurs délais. On enchaîne tout de suite avec un morceau musical choisi pour l'occasion, il s'agit de Sax Song, issu de l'album Sunny Island dans une version signée Philippe Bréjean.
Alors vous me disiez, Jean-Jacques Joseph, ne pas avoir reçu que des applaudissements. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment étiez-vous perçu? Comment le personnage, le Suisse retraité qui arrive et qui implante sa maison moderne est-il perçu? Il y a même plusieurs voitures qui se sont arrêtées sur la rue et avec une franchise hors norme qui baissait l'orbite, qui lançait ce que je me rappelle le mieux. Comment vous avez pu construire une saloperie pareille, hein? Et ça, on reste un petit peu choqué quand même. Alors il faut dire qu'en 2018, vous vous lanciez dans la construction d'une habitation atypique, hein, je le rappelle, elle est moderne, elle est écologique, mais surtout elle a la devanture rouge vif, semblable à un bâtiment administratif. On pourrait même penser au départ à un bâtiment des pompiers. Rétrospectivement, comment vous expliquez ce choix? Alors c'est dû à une erreur. Ah! Parce que le choix sur le catalogue papier, la couleur effective était ocre. D'accord. Et il y a eu un décalage, une usure sur de la couleur sur le papier. Peut-être le catalogue est resté au soleil, on ne sait pas. Mais effectivement, cette couleur ocre était rouge. Et une fois la marchandise commandée, il y a un petit choc. Alors finalement, vous avez eu votre permis de construire et dans la réalisation, c'était un peu différent. Ça vous a causé quelques problèmes? Non. Pas du tout? Non. Alors dites-moi par ailleurs, quand vous êtes arrivé en France, si je comprends bien, pour vivre une retraite bien méritée, vous êtes arrivé avec une compagne, vous êtes arrivé sans enfant et avec une meute de 4 petits chiens. Pourquoi avoir ramené tout ce petit monde avec vous? Est-ce que c'est un choix aussi partagé? La compagne, c'était un choix, parce que j'avais fait un passage en Suisse et j'ai rencontré cette personne, j'ai raconté ma vie, j'ai raconté ce que j'allais faire. Elle était enchantée et après ça s'est moins bien passé. C'est sa fille qui prenait les décisions, donc c'est pas compatible avec ma personnalité. Et finalement, vous êtes resté avec vos 4 petits chiens. Oui, et les 4 petits chiens, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est eux qui sont venus vers moi. Et c'est 4 Portugais. 4 petits chiens portugais, très bien. Avez-vous quelquefois le sentiment justement que les hommes, et je parle bien de l'humain, hein, soient moins intéressants que les animaux? Alors, les animaux sont clairs, sont directs. Ils ne cachent pas leur façon de vivre, de penser, Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de louvoiement. Je comprends. Vous savez, il existe de nombreux villages autour de vous, ici, notamment à la digue d'Amont, près de Limoux. Quel type de rapport entretenez-vous avec les gens de votre entourage, que ça soit autour de vous directement, que ça soit dans votre village, sur Limoux et les alentours? Alors, les entretiens, les contacts proches sont quasi nuls. Et autrement, sur la digue d'Amont, je connais quasi personne, vraiment très furtivement. Et les seules personnes avec qui j'ai des contacts, ce sont toujours des étrangers. D'accord. Et quelles sont les raisons qui vous poussent justement à prendre, ou qui vous ont poussé, ou qui vous mettent devant le fait accompli, c'est-à-dire avoir de la distance avec les gens? Qu'est-ce qui se passe? Souvent les autochtones, oui, refusent quelque part le contact, repoussent le contact. Oui, parce que vous êtes plutôt un homme sympathique, plutôt un homme ouvert. Ouais, mais il y a une certaine appréhension. Ouais, un certain rejet. Ah, carrément un rejet. Ouais, un rejet. Et comment vous l'expliquez ça? Ils n'aiment pas le changement. Ils n'aiment pas le changement. Rompre avec les habitudes. Les habitudes des autres regards. Vous leur faites peur? Quelque part. C'est ce que j'appelle l'effet miroir. J'ai l'impression d'être un miroir et que j'arrive devant eux, ils voient leur image. Ah. Et c'est pas bien. Ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas, ouais. Alors, il y a quelques semaines, lors d'un entretien, vous affirmiez ne pas comprendre le fonctionnement administratif français et les démarches fastidieuses pour obtenir, par exemple, l'installation d'un compteur EDF. Qu'est-ce que vous en déduisez? On peut parler d'un abus de pouvoir, rien net. Comment ça? Expliquez-moi. Un abus de... c'est-à-dire que
c'est l'État qui gère ce genre d'administration. Oui. De service, oui. Et c'est eux qui règlent le robinet. Hein. Si on veut que ça roule, ça roule. Si on veut pas, on veut pas. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, sans déflorer véritablement le dossier, mais vous êtes donc propriétaire d'une maison qui vient de s'achever. Vous demandez d'obtenir un compteur électrique d'usage et actuellement, vous fonctionnez avec un compteur électrique de chantier. Et vous faites toutes les démarches administratives, donc ça date au moins de 8 mois, pour obtenir ce fameux compteur définitif. Et là, vous en rendez compte que ça bloque, il vous faut des papiers, on vous relance, c'est dans le néant, etc. Et puis, vous êtes toujours avec votre compteur, entre guillemets, de chantier. Jusqu'au jour où vous vous dites, si j'agis pas, si je fais pas quelque chose, eh bien, ils vont venir, ils vont récupérer leur compteur de chantier et moi, je vais être sans électricité. C'est ça. Exact. Et on crée des dossiers énormes, juste pour rien. C'est juste poser un compteur. Et il faut tout recommencer le dossier. Et à ma connaissance, le terrain n'a pas changé de place. Rien n'a changé. C'est juste un compteur définitif pour un compteur chantier qui devrait se faire en quelques minutes. Ça devrait rouler. Exactement. Et quelque part, il manque des gens de terrain. Et tout est commandé par des gens dans les bureaux qui ont toute la main mise sur vous, quoi. Abus de pouvoir. Ouais. En tant que citoyen suisse, résident français, comment semblez-vous être perçu par votre entourage français ? Le peu que vous côtoyez. Le peu que vous côtoyez. Comment ils vous voient, les Français ? Alors, les personnes que je côtoie quand même quelques personnes. Oui. Alors, c'est des personnes qui me disent que j'ai une chance fantastique de vivre la vie que je vis, que je peux m'exprimer, je peux mettre en avant mes idées, que j'ai beaucoup de chance, que j'ai de la santé, des dynamiques, c'est des choses qui sont importantes à la vie, quoi. Hein? Ils vous disent qui vous êtes, mais ils vous disent pas comment ils vous ressentent, si ils vous apprécient, si. Si dans le sens que j'ai de la chance, sûr qu'ils apprécient. Ouais. Alors, il est vrai qu'on associe quelquefois l'ensemble du peuple suisse à, je dirais, un pouvoir d'achat plus important, et par là une certaine facilité financière. Est-ce le cas pour vous ? Êtes-vous le riche retraité suisse qu'on voudrait avoir pour voisin ? Je ne suis pas du tout riche, pas du tout. J'ai touché une caisse de retraite, que j'ai pris en capital pour financer ce pavillon, mais autrement j'ai une modeste retraite. Mais mon vrai trésor, c'est mes mains. Parce que vous avez cette capacité d'entreprendre, de créer, de faire des choses. Oui, puis en principe, elles font ce que je leur demande. Parfait. Quoi qu'il en soit, vous êtes un homme tranquille, bien dans sa peau et cherchant par-dessus tout à limiter toute forme de contrainte. Êtes-vous en accord avec l'idée suivante ? Vivre là où je me sentirai le plus heureux. Oui, mais il y a souvent des aléas qui viennent se greffer et quelque part on peut déchanter. On peut déchanter. Bien que vous soyez citoyen suisse et résident français, vous n'avez aucun droit de vote sur le territoire. Néanmoins, vous avez sûrement des idées sur la question. Que pensez-vous des hommes politiques français en général ? Alors, de toute façon, ils ne peuvent faire que mieux que ce qu'ils font. Ça, c'est sûr. Et c'est le sommet de l'abus de pouvoir. Ça, c'est sûr. Et c'est assez difficile de développer le sujet, mais là, on ne peut faire que mieux, ça c'est sûr. Courte pause musicale, on se retrouve juste après ça.
magnifique morceau instrumental signé Gary Sandler pour un titre intitulé Dinguise Musique, tiré de l'album Comics. Jean-Jacques Joseph, vous êtes sur Contact FM dans l'émission Musique et Confidence. Et puis une nouvelle question me vient à l'esprit. Vous parlez politique et vous me dites que abus de pouvoir pour les grands hommes politiques. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Mais c'est une base de l'homme, hein, l'abus de pouvoir. On le retrouve à tous les niveaux. Vous me disiez tout à l'heure, pendant le morceau musical, vous me disiez, on a au sommet une personne et on se focalise sur nous dans les villes, dans les petits villages, avec plein d'élus, avec tout un système politique qui est en place, et c'est un contre tous. Hein, c'est un et une pléiade d'élus. Et vous, là-dedans, vous n'arrivez plus trop à vous y retrouver, c'est ça? Oui, c'est deux opposés. D'un côté, un État centralisé, puis après une multitude de petites communes, et où il y a les us et coutumes. D'accord. Qui ont plus d'effet que les lois, les règlements, et tout et tout. Et puis, vous m'avez parlé tout à l'heure du droit de vote, mais sans avoir le droit de vote, on peut émettre des idées, ou bien des remarques sur ce qui se passe, et là, on se fait jeter. Ah, carrément. Là, on se fait jeter. Il ne faut pas déranger. Revenons à l'homme que vous êtes, même au jeune homme que vous étiez. Justement, comment étiez-vous adolescent? Dans quel sens? Quel genre de garçon étiez-vous? Très calme, toujours observateur, toujours un petit peu en retrait. Toujours un petit peu en retrait à étudier, voir qu'est-ce qui se passe. Et de temps en temps, quand il fallait, aller de l'avant, montrer qu'on était là. Ouais. Dans quelle région, ou plus précisément dans quelle ville avez-vous grandi et vous êtes finalement devenu un homme? On sait que c'est la Suisse, mais où? Alors j'étais dans le Jura vaudois, la ville la plus connue qui était à 50 km, mais on n'est pas dans l'ambiance de cette ville, mais c'est Lausanne. Après peut-être quelques-uns vont connaître Yverdon. Et moi j'étais au Jura vaudois. Et là je peux parler de la ville française qui est la plus proche, parce qu'on habitait quasi sur la frontière. Et c'est Pontarlier, que beaucoup de monde connaît. D'accord. Et qui c'est qui vous a élevé durant votre enfance? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que ce sont vos grands-parents? Peut-être une nourrice? Ah non, on était dans le cadre familial avec les parents. Papa, maman? Oui. Frères et sœurs? Frères et sœurs. Combien? Moi, je suis le dernier de 4 enfants. Le petit cadet de 4 enfants. Le petit protégé? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Justement, quels souvenirs gardez-vous de cette époque? De bons ou de mauvais souvenirs, Jean-Jacques? Si je peux me permettre, Jean-Jacques Arthur. Exact. Jean-Jacques Arthur Joseph. 4 prénoms qui symbolisent tout un personnage et dont le nom de famille, je le précise, c'est Joseph. Exact. Qu'on confond facilement avec un prénom. Oui. Et qui facilite à me présenter. Très bien. Alors, quel souvenir, justement, en tant que petit bonhomme, dernier de la famille, vous gardez en vous? Alors, en étant enfant, adolescent, ça roule. Tout est bien. Et c'est après que je m'aperçois que c'était pas si bien que ça. Parce que mes parents, au niveau communication, c'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa? Alors, il avait 2 métiers, quelque part. On avait une petite ferme, oui, mais ça ne permettait pas de faire vivre la famille. D'accord. Et il était à l'entretien des routes. D'accord. Est-ce que vous aviez une anecdote précise de cette période de votre enfance qui vous fait justement dire que c'était pas si bien que ça? Non, à ce moment-là, non. Un sentiment peut-être? Mais c'est après que ça revient. C'est-à-dire que ma mère occupait énormément de place. C'est-à-dire qu'elle accaparait la parole. D'accord. Et souvent, on n'a pas pu s'exprimer. Et de ça, mon père s'est un peu retiré. Il n'était pas vraiment là. Il n'était pas vraiment présent. Si on veut, on passait des repas où il ne disait rien. Et c'était ma mère qui avait accaparé la parole. Est-ce que c'est pas ce qui vous a permis d'exprimer justement cette curiosité, de transformer en fait
cette curiosité qui est en vous, ce besoin de découvrir par l'observation? Quelque part, et j'ai aussi remarqué, par cette observation, que j'ai remarqué que la communication n'était souvent pas bonne. Et maintenant, on est dans ce système de communication qui est vraiment mauvais. Ouais, misérable, parce que les moyens de communication se sont multipliés, le rapport aux autres s'est amplifié, mais en réalité, on reste relativement distants les uns des autres à travers les réseaux sociaux, oui, etc. Puis, malgré les moyens qu'on a, si c'est pour échanger des discussions sclérosantes, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous vous souvenez de vos camarades, des premiers jeux, des échanges, des partages, mais aussi, vous savez, des fameuses premières disputes, des premiers désaccords? Avez-vous gardé contact avec tous ces gens? Ah oui, oui. Et étonnamment, ce que je côtoyais beaucoup quand je retourne en Suisse ont plutôt tendance à m'éviter. Ah bon? Et c'est ceux que je côtoyais beaucoup moins qui s'approchent de moi. Qui reviennent vers vous. Ouais. Il y a une explication à cela? Ce que je côtoyais, c'est aussi l'effet miroir. C'est quelque part l'effet miroir. Leur montrer que j'ai bougé, que j'ai fait autre chose, que j'ai changé de direction. Vous n'êtes pas resté dans le statut suisse que l'on peut... Ouais. Nous, Français, on a un regard souvent sur les Suisses bien établis, mais non, vous êtes sortis justement de tout ça et vous avez osé faire certaines choses. Exact. Ouais. En fait, on pourrait presque dire, si vous me le permettez, que dans le fait d'avoir osé, vous n'êtes pas resté neutre, justement. Ah, pas du tout. Pas du tout, vous êtes plutôt engagé. Oui, oui. Hein? Et une grosse maladie de notre époque, mais qui est énorme, c'est la peur. C'est terrible, la peur, qui arrête toute action. Elle paralyse. Elle paralyse. Elle paralyse. Ouais. Revenons, si vous le voulez bien, vers les études et puis précisez-moi, vous savez, votre parcours de formation. Vous m'aviez dit tout à l'heure avoir été dans une école où vous avez découvert par la suite que c'était une des meilleures écoles de mécanique. Mais enfant, vous n'êtes pas rentré directement dans l'école de mécanique. J'imagine qu'il y a un processus, comme en France. Petite école, les cours élémentaires, le secondaire, etc. Comment ça s'est passé? Alors moi j'étais dans une école, on dira de niveau moyen. Et je ne m'entendais pas du tout avec le professeur, mais alors pas du tout. Peut-être que j'ai dit des vérités qui le dérangeaient, enfin, ça ne jouait pas. D'accord. Et un jour, en sortant de l'école, donc j'avais 14 ans et 14 ans et demi, comme ça. Et donc j'ai fait un détour par l'école mécanique, et presque un coup de tête. Et j'ai été m'inscrire à l'école mécanique. Ah, de vous-même? Ouais, j'ai été m'inscrire à l'école mécanique. Et ça s'est fait. Et là, on m'a posé la question sur mon âge, et j'ai répondu d'une manière floue. Ils m'ont posé la question quand j'avais mon anniversaire. Et j'ai dit mois de juin. Puis normalement, il fallait avoir 16 ans révolus. Et je n'avais en tout cas pas. Pas encore? Ouais. Et ils m'ont dit, on va s'arranger. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais 14 ans et des poussières. D'accord. Et ils vous ont pris? Oui, mais ils ne savaient pas. C'était très flou. D'accord. Et une fois que j'étais dans l'école, ils se sont aperçus de la chose. Ma foi... Et c'était trop tard, vous y étiez. Ouais. Bon, après, ils n'ont pas cherché à vous. Vous étiez bon élève. Ça a roulé. Vous étiez bon élève. Oui, je pense que oui. Un enfant sans problème. Ah oui, puis j'aimais étudier, puis il y avait ce côté pratique déjà, créer, tout. Ouais, c'était... Ouais. Pourquoi la mécanique? Il n'y avait rien d'autre à disposition. Durant vos études, quelle était votre plus grande source d'inspiration? La plus grande source d'inspiration. Y avait-il, je sais pas, une personne, un personnage, une célébrité, quelque chose qui vous vraiment qui faisait focaliser votre attention, votre esprit là-dessus et dont vous étiez fan en quelque sorte? Alors, on était avec des maîtres professionnels d'une qualité. On ne peut pas imaginer
qualité de formation qu'on avait à disposition. Parler de la valeur de l'enseignement et du travail. Oui, puis aussi le contact humain avec ces personnes. D'accord. Donc, on cherchait pas ailleurs. Pour nous, c'était quasi des dieux, ces personnes. Tellement qu'ils arrivaient à nous montrer ce qu'ils faisaient, tout ce que... on avait tout sous la main. Ouais. Alors justement, le rapport aux autres, le côté relationnel, c'est ce qui m'amène à rebondir sur le sujet qui nous rassemble ce soir et à vous poser cette question. En quoi la vie des autres nourrit-elle vos émotions ? On sent bien que, d'une certaine manière, vous êtes affecté par la vie des autres. C'est-à-dire qu'avec tous les moyens qu'on a à disposition, on ne fonctionne pas très très bien, je dirais même très mal. Et ça me chagrine quelque part. Et il y a une expression que c'est pas moi qui ai créée. Avant les esclaves, on les attachait, on les enchaînait. Maintenant, les esclaves sont connectés. Vous êtes à l'écoute de Contact FM, on marque une courte pause musicale avec Michael Dune pour un titre intitulé Lady Foxtrot. Jean-Jacques Joseph est mon invité dans Musique et Confidence. Si vous nous écoutez, c'est en direct ici sur les 88.8 et les 89 de la bande FM ou alors en digital sur www.contactfm.fr ou encore en live depuis ma page Facebook /Ludovic Bezeron. Alors Jean-Jacques Joseph, maintenant que vous avez accepté de parler de votre enfance, de votre adolescence et puis aussi de votre vie d'homme, si vous me le permettez, on va poursuivre ce voyage ensemble. Vous souvenez-vous d'une période de votre vie où vous avez pu ressentir un changement positif ou un changement négatif, bref, un véritable changement dans votre existence? Quel était-il et surtout à quel moment? Un grand moment, c'est quand j'ai décidé de créer mon entreprise. Ça, c'était quelque chose de fort. Parce que, aussi, là, j'étais à contre-courant. Donc, j'ai créé un garage. Et je n'étais pas de formation garagiste, mais j'étais autodidacte et j'avais déjà étudié tout seul la mécanique automobile. Et de faire ce pas, c'était un grand moment. Un véritable esprit d'entrepreneur. Oui, et puis un esprit
de découverte. De découverte. Il y a vraiment, c'est vraiment ancré en vous, ce côté découverte. Vous êtes un véritable aventurier, vous. Hein. Quelque part. Et à cette époque, je louais le garage, les murs, et il y en a beaucoup qui ont prévu que j'allais faire 6 mois, une année, que j'allais débarrasser le plancher. Alors pas du tout, hein. Je crois que vous avez travaillé de nombreuses années, puis vous avez même agrandi, vous avez monté une carrosserie, vous avez même déménagé, enfin, vous avez vraiment structuré votre entreprise, hein, jusqu'à en faire un bel établissement. Oui, oui. Et quelque part, je regrette qu'il y en ait qui dit que j'allais faire 6 mois, une année, parce que ça fonctionnait super bien, et j'aurais peut-être changé de direction plus vite. J'aurais remis d'autres moyens en place. D'autres moyens en place. Allez, vous permettez que nous revenions un petit peu encore en arrière avec la politique et les Français ? J'ai une question qui me brûle la langue, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez de ces Français qui rejettent la politique et puis qui ne vont plus voter ? Je veux parler d'abstention, bien sûr. Quelque part, c'est logique. On ne peut pas passer à côté de cette abstention. Vu que les dirigeants ne proposent rien. Et ils ont des discours, c'est tout dans le futur. Alors qu'on devrait déjà s'occuper du présent. Et Dieu sait qu'est-ce qu'on pourrait s'occuper avec le présent. Déjà, l'administration à revoir de fond en comble. Ensuite, la formation, en tout cas tous les métiers manuels, là c'est à revoir complètement. Et ensuite, on a un parc immobilier en France qui est catastrophique. Donc là, on a du travail. Il y a du travail, effectivement. La Confédération helvétique a une autre manière de concevoir et puis de gérer sa démocratie. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Le pouvoir, il n'est pas centralisé comme nous. Non, chaque canton a son pouvoir, chaque commune a un pouvoir, et ce qui fait qu'on a un accès beaucoup plus direct. Le contact est beaucoup plus facile. Et la réactivité est aussi beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Ouais. D'après vous, quel regard portent les Français vis-à-vis des expatriés ou des émigrés en particulier, dont vous faites partie, hein ? On est tenu à l'écart, hein, il faut être clair. Hein. Vous le ressentez, même en étant suisse ? Ah oui, même en parlant la même langue. C'est ça ? Ah oui. Et déjà, rien que la façon d'exprimer, d'avoir d'autres termes, d'avoir une autre vision, donc c'est sûr qu'on est tenu à l'écart. On dérange. Et comment changer, d'après vous, ce jugement ? Y voyez-vous quelque chose de déplaisant dans ce jugement qu'ont les Français vis-à-vis de vous ? Non, parce que ça vient c'est profond. C'est pas comme ça quelque chose de superficiel, c'est profond. Donc il s'agit en réalité plus pour vous d'une généralité et pas seulement d'une mentalité. D'une mentalité, c'est ça ? D'une mentalité. D'accord. Oui. Et c'est un phénomène qui est généralisé plutôt qu'un épiphénomène, c'est pas localisé, c'est vraiment ancré chez nous ? J'ai vécu une année en Camargue. Et le phénomène est moins ressenti parce qu'il y a beaucoup plus de touristes. Il y a plus de touristes. Donc, il y a un métissage culturel. C'est dilué. D'accord. Et que les touristes sont bons, alors cet effet ressort... Ah, vous l'avez vraiment ressenti ? Bah oui, ça ressort de nouveau. Et est-ce que vous comprenez l'intérêt suscité par les élections dites présidentielles pour les Français ? Est-ce que vous ressentez que le Français est plus attaché à un vote de son président que de ses maires élus ou de ses des législatives ou des régionales ? Quelque part, il y a un désintéressement général. Oui. Mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est un peu ça en Suisse aussi ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Y a-t-il une obligation de vote en Suisse ? Non, il n'y a pas d'obligation. Non. Mais le citoyen est beaucoup plus responsable en Suisse. D'accord. Des gestes citoyens, on va pas parler de votation, mais des gestes citoyens, c'est courant. Et ce qu'on ne ressent pas du tout ici. Et quelque part, le citoyen a tout refilé à l'État.
Ah, il s'est reposé sur l'État. Il s'est reposé sur l'État. Donc il a plus des attentes que des devoirs. Ah, Il oui. s'estime avoir des droits plutôt que des devoirs. Ouais, exact. Alors qu'en réalité, le gagnant-gagnant, c'est L'échange. l'échange. Échange, ça c'est sûr. Très bien. Demain, vous savez, les Français seront appelés à voter. Vous, bien sûr, n'ayant pas le droit de vote, est-ce que vous n'y voyez pas une forme de rejet, encore une fois, un rejet de notre part à votre rencontre, compte tenu que vous participez d'une manière ou d'une autre quotidiennement à la vie économique, sociale ou culturelle de notre pays? Non, ça me gêne pas parce que de toute façon, je ne saurais pas pour qui voter. Ah, Je ne saurais pas pour qui voter. c'était la question suivante. Quel candidat au premier tour des élections? Non. Non, mais c'est... Et dans ce contexte, je pense qu'il y avait des personnes capables, Oui. elles vont dans le privé. Elles ne s'arrêtent pas à l'État. D'accord. Donc, je dirais qu'on a des candidats déjà deuxième choix. Pourtant, la plupart des candidats en font leur métier. Si on regarde Ben oui. la plupart des hommes politiques qui se présentent, ils ont fait carrière en politique. Oui, des opportunistes. Nouvelle pause musicale, El Tango Latino interprété par Tito Sandores et Guy Léonard.
Si vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence, sachez que vous êtes au bon endroit. Jean-Jacques Joseph est mon invité jusqu'à tard ce soir. Et bien naturellement, nous vous proposons d'utiliser l'espace commentaire de Facebook pour vous exprimer. Déposez vos remarques, votre avis ou simplement bonsoir pour nous confirmer votre présence. N'hésitez pas non plus à nous manifester un petit coucou ou tout simplement l'un des 7 emojis de votre choix, pouce bleu, cœur, smiley, tout est fonction de votre humeur. Jean-Jacques Joseph, de façon générale, au cours de ces 10 dernières années, que pensez-vous avoir réalisé professionnellement ou personnellement d'extraordinaire pour vous? Alors c'est très simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. C'est apprendre à se connaître. J'ai appris à me connaître vraiment plus profondément que je faisais jusque-là. Et c'est quelque part une valeur phénoménale. Savoir avec qui on voyage. Vous écoutez Musique et Confidence sur Contact FM. Quel type de contraintes, quel type de problèmes avez-vous rencontré lorsque vous avez commencé à entrer dans la vie active? Quels étaient vos principaux freins? Dans la vie active? Oui, quand vous avez commencé à travailler, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Pas vraiment, non. On a l'air de croire quand même qu'en Suisse, tout est simple. Ben oui, j'ai fini l'apprentissage, on est venu me chercher à l'école, je n'ai jamais rempli une demande d'emploi de ma vie. Oh, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais rempli... Non, jamais. Si j'ose vous demander, vous avez un CV? Oui. Ah non, mais non, j'ai jamais rempli ça. D'accord. Je n'ai jamais rempli un CV. Non. J'étais à l'école mécanique, ça je me rappelle très bien. C'était un chef d'entreprise qui est venu vers moi, il m'a dit voilà, viens travailler chez moi, je te veux, voilà, c'est tout. Donc en fait, entrer dans la vie professionnelle, dans la vie, dans votre vie en général, dans votre vie sociale ou même familiale, ça a été très facile finalement. Ah oui. Ah non, là il n'y a aucune difficulté, hein. Aucune. Et parmi toutes ces conditions pour rentrer dans la vie active, c'est quoi qui vous a le plus plu? Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Alors, quand je travaillais dans les entreprises assez conséquentes, assez grandes, lorsqu'il y avait de super bien, c'était l'ambiance dans les ateliers. C'était quelque chose de magnifique. La relation à l'autre? Relation à l'autre, de l'aide à l'autre et tout. L'entraide, la relation. Ouais, et ça c'était quelque chose. C'était comme une équipe de sport, comme une équipe de football. C'était pas le travail, c'était. Ouais. Dans votre vie de jeune homme, j'ai cru comprendre que vous faisiez du hockey. Exact. Oui. Et là aussi, on n'avait pas tellement de choix. Il y avait une patinoire naturelle. Et si on voulait faire du sport, c'était le hockey. Comme ici, c'est le rugby. Quelque part. Ouais. Quelque part. Ouais. Lorsque l'on est à son compte, dans votre carrière professionnelle, dans votre début de la vie professionnelle, et que vous démarrez donc à votre compte, en fait, on se rend compte que c'est chronophage, ça prend du temps, c'est quelquefois éprouvant, c'est même quelquefois douloureux. Comment vous êtes-vous organisé? Comment avez-vous réussi à organiser votre vie familiale autour de tout ça? Il faut... Vous êtes marié très jeune, je crois. Moi, 25 ans. 25 ans, je sais pas si on peut dire que c'est jeune. D'accord. 25 ans. C'était assez décidé pour ces zones-là. Mais, alors, c'est-à-dire que quand on prend une entreprise, il faut être assez strict avec le temps qu'on va y passer. Et le temps qu'on va passer avec sa famille, il faut avoir des plans horaires. Ouais. D'accord. Et comme un plan budgétaire, un plan horaire. Ouais. Et c'est ça qui vous a permis d'organiser, entre guillemets, votre vie personnelle? Oui. La gestion du temps. Oui. Et puis comme mon entreprise, j'habitais à côté de mon entreprise. Donc si tout à coup il y a un besoin spontané ou n'importe, donc c'est pas un problème d'aller faire un saut, de faire un petit travail ou de recevoir un client. Ouais. Tout était possible. Ouais, cette proximité facilite la vie. D'un côté, des fois, c'est peut-être pas toujours intéressant qu'il y a du monde qui vous tombe dessus que vous n'en avez pas envie. Mais autrement, il y a quand même un côté... il n'y a pas de perte de temps pour aller au travail, ouais. Ce qui est important.
Parce que le temps qu'on passe pour aller au travail, c'est donc du temps qui est perdu. Perdu. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Pouvez-vous nous parler de votre épouse? Alors, je me suis marié un peu dans le flux, c'est-à-dire que on fait un peu comme tout le monde, et je pense que je n'ai pas choisi la bonne personne, mais déjà je me connaissais pas vraiment, et oui, il y a eu un problème de base qui s'est perduré. Mon épouse avait juste oublié de couper le cordon ombilical. Et qui a créé tous les problèmes qu'on peut imaginer. D'accord. Vous avez vécu quelques années avec, vous avez eu un enfant, une fille, qui est née en 1981, je crois. Oui, exact. C'est ça. Et qui, aujourd'hui, vit loin de vous. Elle est au Costa Rica. Elle est au Costa Rica, avec elle-même, qui a créé sa propre famille, avec un petit garçon, et son mari. Exact. Ouais. Et ce que j'ai pu apprendre à ma fille, le peu que je savais, c'est la liberté. Et là, elle est en plein dans ce système. Elle a écrit, pour fêter vos 50 ans, un très très joli ouvrage qu'elle a fait de sa main, semble-t-il. Donc elle a aussi hérité de cette capacité créative que vous avez. Elle a écrit un très très joli livre qui représente les plus grandes années de votre vie, avec effectivement de nombreuses anecdotes sur votre existence. Et on sent dans son écriture, en tout cas quand je l'ai parcouru, quand vous me l'avez confié ce document, moi ça m'a vraiment ému, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire. Elle a cette facilité d'écriture et puis on sent vraiment l'amour qu'elle porte à son père. En revanche, la distance démontre bien qu'elle a coupé, elle, le cordon ombilical. Malgré tout, elle reste discrète avec vous, elle n'est pas derrière vous tout le temps. Ah non, on est très discret, on se téléphone 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois. Mais quand on parle, c'est que des choses essentielles. Et elle dit, dans son témoignage, dans ce qu'elle écrit, elle dit effectivement des grands moments que vous lui avez appris, notamment, je me souviens, vous lui avez appris effectivement à comprendre, à réfléchir, à penser par elle-même, à observer. C'est oui. Belle transmission. Oui, et je n'ai jamais eu de pouvoir sur elle. J'ai jamais abusé de pouvoir. Je lui disais toujours, voilà ce que je sais, je te dis ce que je sais, et tu en fais ce que tu veux. Et je ne te dis pas que c'est la vérité, c'est simplement ce que je sais. Et de là, ça laisse une ouverture d'esprit. Et elle a toujours pu me poser toutes les questions qu'elle voulait. Et comment pensez-vous que votre famille, alors fille comprise naturellement, vous perçoit? Quel regard ils portent sur vous? Sont-ils fiers de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Alors, la seule famille qui me reste, c'est ma fille. C'est votre fille. Et mes frères et sœurs. Donc, je n'ai pas plus de contact. Ah, d'accord. Parce qu'ils ne me comprennent pas. D'accord. Donc, je ne vais pas me lancer dans des conversations inutiles, quoi. Et autrement, le reste de la famille, donc mes parents sont décédés. D'accord. Puis, oui, oncle, tout ça, tout a disparu. Donc, effectivement, ma seule famille, c'est ma fille. Votre gendre et le petit. Ah ouais, je dis ma fille, l'ensemble, le cocon. Son cercle. Son cercle, d'accord. Ouais. Est-ce que... pardon. Aussi, mon beau-fils, on se parle, on communique, pour moi c'est un pote. Et pour lui, c'est pareil. Il vous comprend bien? Ah oui, on est des potes. Ouais. D'accord. Pour reprendre une expression qui vous est chère, une fois de plus, ça roule. Ça roule. Ça roule, ok. Justement, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui est-il en accord avec la définition que l'on pourrait donner du mot retraite? C'est-à-dire, et c'est un peu votre cas, l'action de s'écarter. La retraite, c'est une chance où on a moins de problèmes à courir après l'argent et ça laisse plus de liberté. Donc, c'est une chance phénoménale.
que si on sait s'en servir, ah oui, c'est magique. Et comment vous vivez au quotidien cette retraite dans une société française qui a été fragilisée justement par la crise du Covid-19 ? Alors, pour moi, le Covid, c'était quelque chose de magique. Expliquez-moi. Oui, parce que j'avais quelques habitudes d'aller boire de temps en temps, d'aller à Limoux, sur la place, d'aller boire quelque chose ou aller au restaurant. Et du coup, je me suis aperçu que c'était pas indispensable. Et que j'ai d'autres... il y a d'autres paramètres qui sont plus importants. La crise sanitaire, donc, elle a changé quelque chose dans votre vie ? Quelque part, oui. Ouais. Et la solitude, est-ce qu'elle est présente dans votre quotidien ? Et puis, si c'est le cas, comment vous arrivez à l'appréhender ? Alors, la solitude fait partie de ma vie, mais c'est pas ni une angoisse, rien. Mais s'il y a du monde, il y a du monde. Mais la solitude, non. Je me supporte. Est-ce que vous auriez quelques conseils à procurer Est-ce que vous pourriez d'ailleurs donner quelques conseils à celles et ceux qui se retrouvent seuls finalement à la maison dans de pareilles circonstances ? Que pourriez-vous leur dire ? Qu'ils prennent un tout petit peu de temps de réflexion et puis qu'ils pensent à qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment faire. Et du moment qu'on remet le pied à l'étrier, tout roule. Ça roule après. Contact FM, encore plus de musique. C'était Free Comedy interprété merveilleusement par Éric Caron. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que depuis votre smartphone, votre tablette ou ordinateur, eh bien vous pouvez à tout moment nous rejoindre sur la page Facebook /Ludovic Bezeron et même déposer votre commentaire. Vous pouvez également écouter ce programme en digital sur www.contactfm.fr. Si, comme Aladdin, celui de la lampe et du génie, vous aviez la possibilité de choisir parmi 3 vœux, lesquels demanderiez-vous ? Alors, le président des Français soit Aladdin, parce que dans l'esprit des Français, on pense que le président va pouvoir tout changer, mais c'est qu'une personne, et c'est juste pas possible. Il faut déjà changer ça dans l'esprit, ça c'est très important. Puis après, vraiment pour revenir à Aladdin, arrêter cette société de gâchis, et de ça tout découle. Il faut arrêter cette société de gâchis. On a bien compris que sortir cette société de la surconsommation, c'est vraiment
l'un de vos vœux le plus cher. Ça signifie également sortir du gaspillage. Et puis, vous m'aviez dit également, préalablement, dans la préparation de cette émission, sortir cette classe humaine, de cette robotisation, les robots que nous sommes devenus. Oui, puis les remettre en accès à la pensée, à la réflexion. Pensez qu'on n'est plus en capacité de réfléchir. Ah, pas du tout. Et là, j'ai un exemple. Je suis pas très loin d'une école et ça fait peur de voir comment les parents emmènent les enfants à l'école en voiture et ils sortent les enfants de la voiture comme de la marchandise. Donc, les enfants n'ont eu aucun accès à la vie entre la maison et l'école. On les place dans la voiture, on les dépose devant l'école, on les sort de la voiture comme de la marchandise et on repart pour aller faire carrière. Et donc, de ça, on ne peut rien en sortir. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie au final, Jean-Jacques Joseph? Qu'est-ce qui vous fait avancer depuis toutes ces années? C'est quoi au final votre carburant quotidien? D'être bien de ma peau, d'être bien, d'être heureux, d'avoir accès à mes envies. Donc c'est ça qui vous fait avancer? Ah oui. Donc vous êtes à l'écoute de vous-même? Ah oui. Sans être égoïste. Hein. Et là, dans la langue française ou dans le parler français, on parle que la société est devenue des individualistes. C'est ça. Mais c'est faux. C'est faux. Chacun doit être un individu, mais on ne dit pas les choses correctement. Les gens sont devenus égoïstes, ce qui n'est pas pareil du tout. Oui, être égoïste est vraiment différent de d'être soi-même. Exact. En fait, on n'est plus soi-même. Ouais. On a tendance à se copier les uns les autres, oui. à diluer qui nous sommes dans une société du paraître, justement. Oui, exact. Et là, on voit que tout se rejoint. D'accord. Alors, moi, j'ai une citation à vous proposer et je voudrais savoir ce que vous en pensez. La citation est la suivante. La liberté, c'est reconnaître ce qui est nécessaire. La liberté, c'est reconnaître ce qui est nécessaire. Que pensez-vous de cette citation ? C'est exact, hein. Ça vous correspond un peu, non? Ah oui, c'est exact. La recherche de ce qui est strictement nécessaire. Ben oui. Pas plus, pas moins. Et puis, quand on va sur quelque chose qui n'est pas nécessaire, donc c'est un contresens de quelque chose qui le serait. Justement, quand on court pour s'acheter X, Y, Z, donc c'est tout du temps qu'on n'a pas à la pensée, à la réflexion, ou qu'on aurait besoin de faire quelque chose de profondément, ou bien de faire un sport. Donc, c'est de la chimie, tout ça. C'est de la chimie. C'est-à-dire, rien ne se gagne, rien ne se perd. Tout se transforme. Tout se transforme, ouais. Et en l'occurrence, on le transforme mal, le temps qui passe. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps. Oui. Ouais. Pensez-vous qu'il est encore possible de changer le monde ? Alors là, c'est pas facile. Parce que on est dans une nébuleuse et il n'y a plus vraiment on voit bien au niveau de l'État, au niveau du président, il n'y a pas vraiment de dirigeants, d'hommes qui tirent en avant pour changer les choses. Alors justement, en politique, on dit que le socialisme repose sur l'idée de progrès, c'est-à-dire de la transformation du monde dans un sens positif. C'est-à-dire condamner les inégalités sociales et l'exploitation de l'homme par l'homme tout en défendant le progrès social. À votre niveau, qu'en pensez-vous de cette définition, Jean-Jacques Joseph ? Moi, c'est une définition trop aléatoire. Et quelque part, chacun doit mettre la main à la pâte et créer quelque part son bonheur et ses besoins. Comme à l'époque dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou dans votre équipe de hockey. Quelque part. Être plus solidaire. Ouais. Selon vous, vivons-nous dans une Europe libre et en pleine croissance ? Et pourquoi ? Alors, que veut dire croissance ? Ah. Alors, croissance avec C majuscule. On en a parlé tout à l'heure, de la croissance. On en a parlé de décroissance et je vous ai dit qu'on y reviendrait sur le mot croissance. Alors, c'est quoi la croissance pour vous ? Alors, c'est des
c'est un mot qui est pris par les financiers. Ça encore, qu'est-ce que ça veut dire, Croissance, on le prend là, dans son petit emballage, et on ne pose plus à rien. Mais c'est une croissance d'une société de gâchis. Alors, ça peut pas aller plus loin. Oui, donc pour vous, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourriez-vous tout quitter, tout abandonner pour reprendre la route et puis profiter d'une vie plus nomade que celle que vous vivez aujourd'hui, qui est davantage sédentaire? Ah oui, l'esprit est prêt à démarrer, c'est sûr. Et je l'ai dans l'esprit parce que cette habitation, je suis entre le sédentaire et le camping. C'est l'équilibre entre les deux. Donc j'ai vite fait de redémarrer au nomade. Et de repartir à l'aventure. Ah oui. Vous êtes à l'écoute de Musique et Confidence sur Contact FM. C'était un morceau intitulé Emotion with Stakonovich par Gérard Chess. La vie des autres avec Jean-Jacques Joseph. Dites-moi, Jaco, si je peux me permettre de dire ce petit nom raccourci, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle dans votre entourage. Comme nous avons pu le comprendre, Jaco, votre activité journalière, malgré votre statut de retraité, reste toujours très fertile. À l'image des applications d'un smartphone, vos idées sont-elles bien rangées dans votre bibliothèque interne? Et ainsi, pourriez-vous me citer celles qui occupent en ce moment la plus grande place à vos yeux? Alors j'ai une idée qui me tient à cœur, c'est de faire une horloge géante. Tiens. Et avec une aiguille, parce que de ce monde, on a perdu la lecture des proportions. Et quand on lit, c'est tous des cadrans digitaux qu'on doit lire. Oui. Mais avec une horloge avec une aiguille, on doit estimer quelque part l'heure.
D'accord. On est dans le créneau d'heure, mais on ne connaît pas les minutes. On peut estimer quand même assez proche, mais on en a l'image de... C'est bientôt 3 heures et comme ça. D'accord. Et dans cette vie, on n'a pas besoin d'une indication des secondes et tout ça. Ça ne sert juste à rien. C'est juste la position. D'avoir un point de repère. Ouais. Et vous aimeriez faire cela. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et avec des moyens très simples et qui emploient 3 techniques. Ouais, je plonge sur 3 métiers différents. C'est-à-dire un peu la mécanique agricole, un peu la mécanique de précision, et puis un tout petit peu d'horlogerie. Vous voyez, on revient quand même vers, pas le nier ça, hein, vers le côté suisse, l'horlogerie. Oui, mais c'est le côté d'indication un peu sommaire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En réalité, l'idée que vous défendez, c'est juste l'outil qui est une horloge, mais l'idée, c'est l'indépendance, le détachement du temps, avec un contrôle du temps qui est raisonné et pas courir après le temps. Exact. L'idée de chronomètre à chaque seconde, alors que vous, c'est plutôt laisser défiler le temps et le mesurer d'heure en heure en essayant de prendre le plus. C'est juste une indication, presque comme comment ça s'appelle ? Un phare. Le phare. Non, qu'on mettait sur les façades. Ah, l'horloge solaire. Je crois que c'est une horloge solaire. Oui, oui, c'est ça. Là, on est obligé de s'arrêter un tout petit peu, puis de regarder. D'essayer de comprendre. Ouais, puis dire, c'est telle heure, ouais. Après une longue journée, quand vous rentrez chez vous, quand vous allez vous coucher, de quoi rêvez-vous, Jaco ? De quoi je rêve ? Souvent, je m'endors avant d'avoir rêvé. Épuisé par la bonne journée que vous avez passée. Oui, ça m'arrive même comme j'ai un lit un peu spécial et que les chiens dorment dessous, je passe quelques instants vers eux et ça m'arrive de m'endormir vers eux. Ça m'arrive. Jean-Jacques Joseph, on vous connaît très actif, entre le bricolage, l'aménagement de votre maison, également l'aménagement de votre zone de confort, votre zone de vie à l'extérieur, vos longues promenades solitaires avec vos chiens, une petite vie sociale quand même, et puis j'en passe. Comment vous arrivez à tenir la forme avec tout ça ? C'est justement la vie, l'activité qui fait qu'on tient la forme. On est quelque part un peu des machines. Si c'est assez bien entretenu, ça roule. Ça roule, très bien. Avant de conclure, j'aimerais rebondir sur une déclaration que vous avez faite et qui a attiré mon attention, je cite. Dans la Bible, parmi les 10 commandements, il est dit « Tu ne mentiras pas ». Et malheureusement, on découvre que le mensonge est absolument présent partout. Ne pensez-vous pas que le principal mensonge est celui que l'on se fait à soi-même ? Ah, ça c'est sûr. Alors. Et ça, on ne peut pas le reconnaître. Expliquez-moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vivent une vie qui ne leur convient pas, mais on continue. Alors, on est dans une zone de confort et on ne veut pas en sortir. Mais même que ça, au fond de soi-même, on sent que ça, c'est pas ça la vie, on continue. Donc ça, c'est déjà un énorme mensonge. Ce petit diminutif, Jaco, il vient d'où ? C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai décidé que ça serait comme ça. Vous m'avez dit un jour que c'était le... diminutif. Non, c'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit c'est mon nom d'acteur. Oui. Oui. Ah oui, ça a été le déclic, ça. C'est le nom d'acteur. Alors pourquoi acteur ? Acteur de ma vie. Acteur de votre vie. Ouais. C'est beau ça. Ah oui. Ah oui. C'est beau. Je vais ajouter une dernière chose avant de se quitter. Avez-vous la foi ? Alors je sais qu'il y a des puissances supérieures, ça c'est certain, mais je ne suis pas à passer du temps dans les églises. D'accord. Pas du tout. D'accord. Et je pense que aussi la religion a eu des abus de pouvoir, ça c'est clair. Et où j'ai grandi, alors j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de personnes qui étaient libres penseurs, qui n'allaient pas à l'église, rien du tout, mais qui développaient de la spiritualité, qui avaient des recherches
Et c'est un vrai trésor de parler avec ces personnes. Alors, on se souvient quand même qu'en Suisse, tout n'a pas été facile pour les libres penseurs. Hein. On pense notamment à l'OTS qui a créé, je dirais, un véritable chaos pour la famille de... Hein, vous connaissez cette histoire. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Bon, c'était une secte. Hein. C'est vrai que oui, en Suisse, ils se mettent un déguisement, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Ouais. Ou c'est pas de ça que vous parlez? Non, c'est des gourous, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais. Non, des libres penseurs qui sont pas influencés ni par la religion catholique, protestante, islamique. Et il n'y a pas besoin d'église. Ils peuvent se mettre au milieu de pâturage et puis laisser aller la pensée et tout. Là, oui, libre penseur. Ouais, tout à fait. Allez, en conclusion, Jean-Jacques Joseph, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour ce deuxième semestre de cette année 2021? Qu'est-ce qui me rend optimiste? Il n'y a rien qui ressort pas, je suis toujours optimiste. C'est un courant permanent chez vous. C'est un courant permanent. Est-ce que vous auriez une pensée positive ou un petit mot à offrir à nos auditeurs pour clôturer cette émission? Vous savez, sur une note, celle qui vous caractérise le mieux, moi je vais dire l'équilibre. Alors ça, c'est un maître mot. L'équilibre, c'est un maître mot. Quand on n'a pas d'équilibre, dans quoi que ce soit, tout est difficile. Tout est difficile, ouais. Merci infiniment Jean-Jacques Joseph d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que vous êtes un ancien entrepreneur, vous êtes suisse d'origine, vous êtes expatrié en France depuis quelques années maintenant et puis désormais retraité dans notre belle région de l'Aude en tant que résident donc français. On peut dire maintenant, vous êtes propriétaire ici sur la digue d'Aval. Avez-vous quelque chose à rajouter? Que je suis content d'avoir pu mettre en avant mes pensées, ce que j'avais envie de faire, et ce qui n'est pas toujours facile à réaliser. Mais là, j'ai pu aller bien en avant de mes... Ça vous a fait du bien? Oh, un bien fantastique. Ouais. Et que là, c'est mon côté acteur. C'est pas vraiment les autres qui décident. C'est vous. C'est moi. C'est vous. Ouais. On vous laisse la parole. Ouais. Allez, il est temps pour moi de laisser l'antenne malheureusement au programme de nuit de Contact FM et de vous souhaiter une agréable nuit à tous. Au revoir Jaco. Merci de cet entretien. Nous arrivons au terme de ce programme nocturne. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Je vous rappelle que chaque mardi soir de 22h à minuit, j'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir se confier à l'antenne. Alors que vous soyez une célébrité, un personnage populaire ou encore un parfait inconnu, eh bien venez me raconter votre histoire. Venez me parler d'une expérience vécue qui a marqué votre existence, bouleversé votre carrière ou encore changé le cours de votre vie. Venez partager avec moi votre point de vue sur un sujet personnel, professionnel ou même de société. Venez m'expliquer les raisons de votre optimisme ou au contraire la cause de tous vos tourments. Venez m'exposer votre théorie, celle que vous souhaitez aborder ou encore défendre un projet qui vous tient à cœur. En direct et durant près de 2 heures, eh bien vous pourrez vous exprimer en toute liberté. Dans l'espace commentaire, les auditeurs, eux, pourront à leur tour interagir avec vous car je vous ouvre l'antenne pour une émission qui vous ressemble, Musique et Confidence. Vous écoutez Musique et Confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique et Confidence. À très bientôt sur Contact FM.
Musique et confidence avec Ludovic Bezeron sur Contact FM. Contact FM.